Bonjour à toutes et à tous et soyez bienvenus pour notre série de vidéos Regards croisés sur l'autisme. Dans le cadre de notre campagne de sensibilisation à l'autisme, l'opération Chaussette Bleue se fera de manière virtuelle. Et la thématique de l'autisme sera abordée par différentes personnes concernées par l'autisme. Le fil conducteur de ces vidéos, c'est un peu la légende indienne de l'éléphant et des 6 aveugles. Plusieurs regards différents sur l'autisme. Ici, nous sommes là pour se poser des questions, pour partager notre expérience et éventuellement dégager des pistes tous ensemble. Je vous remercie d'être présents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Anne Kettelard, fondatrice de l'ASBL DHEI. Voilà, c'est une toute jeune ASBL, mais néanmoins très dynamique. Bonjour Anne, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Flora, avec grand plaisir. Alors Anne, avant toute chose, peux-tu te présenter et nous dire pourquoi tu as créé cette ASBL? Alors, voilà, mon nom est Anne Kettelard. Je suis à la fois maman de 3 enfants, dont un enfant en situation de handicap neurologique avec trait autistique, mais je suis aussi une juriste engagée depuis maintenant un certain nombre d'années dans le domaine du handicap. Et pourquoi j'ai décidé l'année dernière, en pleine crise sanitaire, de fonder la SBLDI, donc Droit, Handicap et Inclusion, c'est avant tout à partir d'un triple constat. Tout d'abord, le constat, de par ma pratique juridique, d'une méconnaissance vraiment importante de la législation dans le domaine du handicap, non seulement de la part des personnes en situation de handicap et de leurs familles, mais également de la part des professionnels, que ce soit les autorités publiques, les autorités politiques, même les autorités judiciaires, mais aussi les établissements scolaires, les employeurs du secteur privé et public. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat que j'ai fait, c'est qu'il y a très peu d'avocats, de juristes qui soient vraiment spécialisés dans le domaine du handicap. Pourquoi? Parce que ce cursus ne fait pas partie, donc le droit du handicap ne fait pas partie du cursus de base universitaire des juristes. Et de ce fait, il faut se spécialiser à l'étranger, ce que j'ai fait pour ma part dans le cadre de l'Académie de droit européen. Donc ça aussi, c'est une problématique, c'est un constat. Troisième constat, c'est le coût financier. Donc pourquoi avoir créé une ASBL? Donc je rappelle que la SBLDI, c'est une ASBL de soutien juridique dans le domaine du droit du handicap, qui a pour objectif d'informer, de former et d'accompagner non seulement les personnes en situation de handicap et leurs aidants proches, mais également les professionnels du secteur par deux volets principaux, l'assistant juridique de première ligne et les formations à la législation du handicap. Ce que je me suis aussi, et pourquoi avoir créé une SBL et ne pas m'être installée comme juriste indépendante ou comme avocate, car j'ai une formation d'avocate à la base, c'est justement pour éviter de reporter les frais, les coûts financiers de l'accès au droit aux personnes en situation de handicap. Parce que je me suis rendu compte que la plupart des personnes en situation de handicap et aidants proches ne vivent la plupart du temps que des allocations de remplacement de revenus, d'intégration. Et une dernière étude du Conseil supérieur national de la personne handicapée a également, donc c'était fin 2019, a également s'est dit préoccupé du nombre de plus en plus important des personnes en situation de handicap qui se retrouvaient dans une situation de pauvreté. Près de 40% des personnes en situation de handicap vivent sous le seuil de pauvreté européen. Donc ça, c'est vraiment les trois constats à partir desquels et qui m'ont décidé à créer cette association. Merci. Si j'entends bien, jusqu'à présent, il n'y a aucune formation en Belgique qui existait à l'université auprès des avocats pour la spécialisation du droit des personnes porteurs de handicap?
Tout à fait. Et donc, c'est une des priorités, on va dire, de DI pour cette année 2021, car j'ai constaté, on le verra tout à l'heure, dans le cadre de l'assistance juridique de première ligne, vraiment des grandes difficultés que rencontrent les personnes en situation de handicap par rapport à l'accès à la justice. Et ces difficultés, elles se rencontrent notamment par le manque d'aménagement raisonnable dans le cadre des procédures civiles et pénales dans lesquelles sont impliquées les personnes en situation de handicap. Par exemple, une absence d'outils de communication pour bien comprendre ce que le juge dit et pour être compris par le juge. Donc, il y a notamment dans le domaine de l'autisme, mais aussi, par exemple, il manque des interprètes en langage des signes assermentés pour les personnes avec handicap sensoriel. Mais d'autre part, il y a aussi toute cette méconnaissance d'un certain nombre de juges et d'avocats de la législation antidiscrimination propre au handicap, et principalement dans le domaine de l'autisme. Là, on voit vraiment qu'il y a une méconnaissance de la législation dans le domaine. Et justement, ce que je voulais savoir, donc dans le cadre de l'assistance juridique de première ligne, l'autisme est-il un sujet fréquent? Vous êtes souvent contacté, consulté. Quels sont sans révéler les secrets, mais quelles sont les demandes qui viennent le plus souvent? Et justement, donc, on a été, comment dire, interpellé par cette importante et en constante croissance aussi, cette importante demande de la part de personnes avec TSA ou pour des personnes avec TSA dans le cadre de l'assistance juridique de première ligne. Alors, quelles sont les demandes? En effet, ça fait à peu près 62%, je vous partagerai tout à l'heure un graphique de l'assistance juridique de première ligne, on constate qu'il y a 62% des demandes qui se font dans le domaine de l'autisme. Donc, DIV accorde vraiment une importance considérable aux droits des personnes autistes. Et là, on parle vraiment 62%, ce qui est quand même déjà un montant important. Et dans des domaines tels que l'accès à la justice pour l'instant, notamment par ce manque de formation par rapport à la législation qui concerne l'autisme, je vais vous donner des exemples. D'une part, on a beaucoup de mamans qui sont traînées devant soit les tribunaux civils, soit donc le tribunal de protection de la jeunesse, où le juge a encore cette conception de l'autisme comme maladie mentale. Et donc, il y a souvent des demandes de retrait de garde d'enfants à leur maman, soit parce qu'elle vient d'avoir un diagnostic de TSA, soit parce que s'il s'agit de son enfant qui a un diagnostic de TSA, elle est considérée comme une maman faisant du nomadisme médical. Donc, en cherchant effectivement face à ces difficultés d'obtenir un diagnostic, car on le sait, les CRA, il y en a 8 CRA en Belgique, les centres de référence autisme, mais ils sont dépassés et vraiment les listes d'attente sont importantes pour obtenir un bilan multidisciplinaire. Et donc, de ce fait, il y a cette mauvaise compréhension des juges et parfois des avocats qui ne connaissent pas, alors que l'autisme, au niveau juridique, est bien défini comme un handicap permanent d'origine neurobiologique et non pas comme une maladie mentale. C'est d'ailleurs la résolution ONU de 2008 qui consacre la fameuse journée de sensibilisation donc, mondiale et internationale à l'autisme, qui définit donc l'autisme comme étant un handicap. Donc voilà, avec cette conception aussi du handicap social, de la définition du handicap social, donc avec vraiment une définition large et évolutive de cet handicap. Moi, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est quand tu me dis qu'il y a quand même 60% de demandes pour ce qui concerne l'autisme. Nous avons eu un bénéficiaire qui est malvoyant et qui, sur le tard, a eu un diagnostic d'autisme. Et une réflexion qu'il m'a faite m'a quand même interpellée en me disant, il s'imaginait que dans le monde de l'autisme, il y avait autant de structures et d'aides qu'il y en avait pour les malvoyants. Comment expliques-tu le fait que différents handicaps ont différents niveaux de compréhension et de réceptivité dans le monde juridique et dans le monde social? Comment se fait-il que pour une personne malvoyante, c'est directement compris, mais que l'autisme, malgré tous les progrès qu'on a fait au niveau de la communication, des recherches et tout, et comme tu le dis si bien, c'est un handicap neurodéveloppemental et pas un handicap mental. C'est très important de marquer la différence. Comment expliques-tu que jusqu'à présent, ça n'est pas arrivé au bon endroit, que les gens n'ont pas encore l'information?
Peut-être justement, bon, par rapport maintenant, il y a des efforts sont faits au niveau politique, mais il y a, du fait qu'il y ait au départ une prise en charge peut-être tardive, un diagnostic tardif, une prise en charge tardive, une législation qui n'est pas connue de la part des juges, des avocats, un manque de formation aussi, hein, parce qu'on le voit, que ce soit dans le domaine, les dossiers les plus récurrents que j'ai dans le domaine de l'autisme, c'est la problématique par rapport à l'accès à la justice. Je viens de citer ces problématiques au niveau des procédures, mais par exemple aussi, on assiste à toutes des mises sous protection judiciaire abusive de personnes autistes qu'on dit de haut niveau ou Asperger par méconnaissance de nouveau de la législation. Mais aussi, on rencontre beaucoup de problématiques dans le domaine de l'enseignement, par exemple. Hein. Donc, j'ai énormément de recours. Donc, j'assiste des parents dans leurs recours vis-à-vis non seulement de la DGO, de la Direction générale de l'enseignement obligatoire pour des cas d'exclusion ou d'écartement d'enfants autistes, mais également des recours pour la non-mise en place des aménagements raisonnables. Donc, là aussi, on se rend compte qu'il y a un manque de formation, que ce soit des enseignants, hein, de l'équipe éducative au niveau de l'enseignement, que ce soit dans le milieu du travail, donc pas de formation non plus des employeurs du secteur public, mais aussi du secteur privé. Donc, il y a cette absence de formation. Il y a aussi cette méconnaissance ou cette mauvaise compréhension des textes qui imposent les aménagements raisonnables, et évidemment aussi tout ce qui est manque voilà, de budget, de moyens humains aussi pour voilà, l'accompagnement de ces enfants. Donc là aussi, on se rend compte dans la pratique que même si les personnes en situation de handicap et les personnes autistes en particulier bénéficient d'une triple protection au niveau international, européen et nationale, on se rend compte que dans la pratique, elles rencontrent vraiment de réelles difficultés à faire respecter leurs droits à l'autonomie et à l'inclusion sociale dans des domaines fondamentaux comme l'enseignement, comme l'emploi, comme l'exercice de leurs capacités juridiques, comme l'accès à la justice, comme l'accès au logement. Pourquoi? Avant tout, par manque d'aménagement raisonnable. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Comment votre ASBL, droit, handicap et inclusion, vient concrètement en aide aux personnes qui les contactent? Par exemple, j'imagine une maman qui a des difficultés, on a eu le cas, une maman, l'école souhaite écarter son enfant parce qu'il trouve qu'il a des troubles du comportement et que ça dérange. Une maman qui souhaiterait avoir des aménagements spécifiques pour son enfant supérieur, on entend de tout. Quelqu'un qui a un emploi et puis qui a un diagnostic d'autisme et qui souhaiterait quand même avoir des aménagements ou pas. Des personnes qui, oui, ont des compétences, ont des diplômes, ont des connaissances, mais qui néanmoins ne comprennent pas toujours les subtilités des droits et autres, et se retrouvent dans des situations catastrophiques par rapport au logement, par rapport à leur vie. Comment vous pouvez les aider? Vous donnez une première information, vous les dispatchez vers des professionnels, vous informez les professionnels, vous créez des dossiers. J'imagine un peu de tout, mais peux-tu partager avec nous comment ça se passe? Voilà. Alors, donc, au départ, DI, on voulait mettre l'accent sur les formations pour toucher vraiment un large public. Donc, le premier objectif, en fait, était de mettre en place des formations à la législation du handicap à destination prioritairement des personnes en situation de handicap et leurs familles, avec des thématiques bien précises, l'emploi, donc voilà, l'enseignement, donc les thématiques qu'on retrouve. Mais avec cette crise Covid, en fait, la donne a changé et c'est vraiment l'assistance juridique de première ligne qui a littéralement explosé. On existe depuis 1 an seulement, mais il y a eu vraiment un démarrage excessivement important avec, bon, qui répond effectivement à un besoin réel du terrain et avec une demande exponentielle dans le cadre de l'assistance juridique de première ligne. Alors, comment est-ce qu'on vient en aide concrètement? Donc, ceux qui contactent ou les personnes qui contactent sont soit des personnes en situation de handicap elles-mêmes, soit des aidants proches, et on vient en aide de différentes manières. Tout d'abord, on va soutenir, par exemple, si je prends le domaine de la protection sociale, donc toutes les personnes qui veulent émettre un recours contre les décisions du SPF par rapport à la non-reconnaissance d'un handicap ou par rapport
au point, donc par rapport aux allocations de remplacement de revenus, d'intégration, d'allocations familiales majorées, et bien là, je vais préparer les recours avec les personnes, donc bien essayer de leur expliquer, leur faire comprendre les différents piliers de la grille médico-sociale, comment remplir et comment répondre donc à ces différents piliers, et donc préparer les dossiers correctement sur le plan juridique et sur le plan médical. Alors, si besoin est, je travaille en collaboration aussi, et la SBL, avec des cabinets de la diversité, même s'ils ne sont pas légion, qu'on les compte sous les doigts d'une main, mais on peut trouver des avocats alors qui vont plus loin et qui accompagnent donc les personnes devant le tribunal du travail. Par exemple, dans l'enseignement, et bien là aussi, je conseille et j'accompagne les parents dans la rédaction des recours qu'ils font, soit auprès de la DGO pour les cas d'exclusion d'enfants en situation de handicap, ou aussi les recours auprès de la commission de l'enseignement obligatoire inclusif pour le manque d'aménagement raisonnable. Donc là, j'étaye un petit peu tous les recours sur le plan juridique. Alors, tous ces recours, on est très contents parce qu'ils ont tous été gagnés. On voit que la direction… C'est une question que je comptais te poser. Oui, tout à fait. Donc, c'est très positif. Même si c'est qu'un an, donc vraiment, c'est indispensable comme démarche. Tout à fait. Vous êtes vraiment une association de première instance qui est vraiment très importante. Et c'est très important qu'on vous soutienne et qu'en plus, on vous apporte tous les moyens pour avoir toutes les personnes pour pouvoir aider, parce qu'on sait ici à Autisme en Action, comme toutes les autres ASBL qui gravitent autour du monde de l'autisme, qu'il y a énormément de demandes. Donc vraiment, ça c'est un appel à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent de soutenir votre ASBL parce que c'est très important et nous, on ne sait rien faire si vous n'êtes pas là et vous ne pouvez pas faire le suivi, donc c'est très important. Maintenant que vous avez un an, que vous avez, il y a la formation des professionnels que vous avez mis en suspens. Donc, oui, pour l'instant, l'assistance juridique a pris énormément de place. Donc, elle ne se limite pas uniquement donc, à aider à faire des recours. Et c'est ce qu'on disait, on essaye d'aller plus loin. J'ai la chance aussi de collaborer avec Madame Lucas, que vous avez interviewée aussi. Et donc, on essaye, parce que c'est très bien de gagner devant la commission. Et c'est vrai que les commissions ou la DGO rend un avis qui est souvent favorable parce qu'effectivement, ils appliquent de plus en plus les législations dans le domaine, donc les décrets inclusifs antidiscrimination, donc ils suivent et leur avis est contraignant par rapport à l'établissement scolaire. Mais une fois que le recours est gagné, la situation reste difficile. Et donc, c'est important de collaborer avec, par exemple, donc, Madame Lucas, qui est responsable de la cellule aménagement raisonnable de la DGO, qui va alors accompagner et poursuivre ce travail, accompagner les parents et l'enfant et soutenir aussi l'équipe éducative dans la mise en place des aménagements raisonnables. On a aussi l'assistance juridique qui consiste aussi à assister les avocats, par exemple, dans les procédures, pour étayer leurs conclusions parce qu'ils ne connaissent pas la législation antidiscrimination. Et donc ça, c'est aussi important, voilà, d'accompagner les avocats à ce niveau-là. Maintenant, les avocats commencent à vous connaître. Est-ce que c'est eux qui viennent vers vous? C'est vous qui allez vers eux? Est-ce que vous présentez dans les différents cabinets? Comment se passe votre communication? Parce que je pense que c'est très, très important. Tout à fait. Ils apprennent à savoir que vous existez. Et, donc, au départ, dans le cadre des procédures civiles et pénales, lorsqu'un client a déjà un avocat et qui sont en cours de procédure, généralement, les clients demandent de prendre contact avec moi à leur avocat. Donc, j'ai beaucoup d'avocats qui, via leurs clients, prennent contact avec moi et sont vraiment ravis de pouvoir avoir une législation qui soit vraiment bien étayée au niveau de la législation antidiscrimination, parce que s'ils ne la connaissent pas, eh bien, ils ne savent pas défendre correctement les droits des personnes en situation de handicap et particulièrement dans le domaine de l'autisme. Alors, il y a aussi toute une démarche, je l'ai dit, qui va être faite en 2021, vu la grosse problématique de l'accès à la justice, qui est la première thématique, donc près de 25% des demandes concernent cette problématique-là. Donc, on a l'intention en 2021 de démarcher, de faire tout un gros travail de visibilité, de sensibilisation du monde judiciaire et du monde juridique. Donc, contacter tout le monde judiciaire, les facultés de droit, les avocats, le bâtonnier, pour vraiment attirer l'attention du monde judiciaire et juridique sur cette problématique très importante, effectivement.
il y a énormément de travail et vraiment, je vous souhaite un bon courage parce que vraiment, alors, Il une en faut. question, vous êtes plusieurs à manœuvrer, Alors, ça, c'est c'est un peu le… Bon, on est une toute jeune ASBL, on a démarré avec des moyens humains et financiers modestes, on va dire. Nous sommes à l'heure actuelle uniquement 3 juristes, ça c'est un défaut de l'association. Donc là aussi, pour pérenniser l'objet social de notre association, on aimerait bien renforcer notre CA et intégrer d'autres personnes qui ont des compétences dans tout ce qui est chargé de communication ou levée de fonds qui sont bien nécessaires, puisqu'on ne veut alors pas c'est le faire… moment ou jamais Voilà, de passer votre annonce. tout à fait. Donc, alors, Donc, voilà, Anne, sois oui. claire pour les besoins parce que c'est très important et parfois ça marche. Nous, on est tombé par exemple sur une spécialiste et vraiment ça nous aide énormément. Donc, j'imagine que vous aussi, quels sont vos besoins? Mais les besoins sont justement des besoins humains, parce que pour l'instant, je porte beaucoup seule sur mes épaules et je ne sais même pas comment réaliser Oui, tout ce travail parce qu'il il faut y a tenir, il faut l'assistance. pérenniser. Voilà, il y a 160, déjà, je traite 160 dossiers dans le cadre de l'assistance juridique de première ligne. Je donne les cours à l'ULB et à l'UMONS dans le cadre du certificat interuniversitaire en troubles du spectre de l'autisme. On met en place des formations maintenant en webinaire. On a des collaborations mises en place avec les universités, avec d'autres associations dans le domaine du handicap. Donc, c'est vrai qu'on a besoin d'abord de moyens humains et donc des personnes qui soient plus spécialisées dans le domaine de la communication et de la levée de fonds, parce que ce sont des compétences que nous, juristes, n'avons pas et qui sont Donc, essentielles. communication, si vous nous écoutez, que vous êtes une spécialiste en communication, en levée de fonds, et Voilà, que vous pouvez offrir voilà, de votre temps, exactement. tout à fait bénévolement, Pour voilà, vous l'instant, oui, allez, malheureusement, je travaille aussi à titre complètement bénévole, puisque comme nous c'était tous, dans toutes l'objectif. les Voilà, associations, et bravo à tous ces bénévoles, voilà. bravo à toutes et à tous. Hein. Et si vous avez du temps, contactez des tu vas nous répéter votre adresse mail, votre Oui, site et tout à volontiers. la fin, mais c'est très important de demander parce que vraiment, et aussi des juristes, j'imagine. Mais c'est ça, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de juristes formés. Donc là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sensibilisation. J'ai la chance d'avoir une très bonne relation avec Madame Isabelle Laché, le professeur Madame Isabelle Laché à Saint-Louis. Et effectivement, j'insiste beaucoup auprès des facultés de mettre en place un postmaster à destination des juristes, Ça, car c'est une il en bonne manque. On veut idée. créer, entre guillemets, la concurrence. On veut vraiment que des juristes, des avocats soient formés à la législation du handicap et donc faire des démarches aussi auprès du bâtonnier et de l'ordre pour que dans les cours CAPA, les cours d'aptitude à la profession d'avocat, il y ait enfin des cours pour les avocats que cela intéresse, parce que c'est quand même inacceptable que dans notre pays, j'ai des personnes qui viennent vers moi et qui me disent je n'arrive pas à trouver un avocat qui puisse défendre mes droits correctement. Et avec la réforme de l'aide juridique gratuite aussi, il y a un gros souci, c'est qu'avant la réforme de l'aide juridique gratuite, toute personne en situation de handicap qui bénéficiait des allocations de remplacement de revenus avait droit automatiquement à l'aide juridique gratuite. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avec cette réforme, il y a des difficultés d'accéder à l'aide juridique gratuite aussi pour défendre leurs droits. Et donc, elle doit prouver aujourd'hui qu'elle est dans une situation de pauvreté telle qu'elle voilà, elle doit faire appel à l'aide juridique gratuite. Et là aussi, même dans le bureau d'assistance d'aide juridique, on ne trouve pas vraiment des avocats qui aient une connaissance suffisamment approfondie de la législation antidiscrimination et du droit du handicap. Donc là, c'est une urgence et c'est vrai qu'en tant que Une urgence ASBL, qui répond vraiment à une demande réelle, oui, oui, tout à fait, et donc et une urgente urgence. du Et besoin. vous avez le sentiment qu'on entend, qu'on vous entend, qu'on va y répondre ou pas Écoutez, encore? oui, j'ai le sentiment qu'on nous entend. Maintenant, il faut mettre tout ça en place. Je sais que voilà, Madame Haché réfléchit vraiment concrètement à la mise en place d'un postmaster à destination des juristes, spécifiquement voilà, dans le domaine du handicap. Mais bon, il faut mettre tout ça en place, Ça etc. prend du Il y a, temps. voilà, il y a déjà eu ce certificat interuniversitaire, hein, donc mis en place par l'équipe du professeur Kissing, qui est déjà une première étape où finalement la législation, j'ai dû créer ce cours de législation relative aux droits fondamentaux des personnes en situation de handicap parce qu'en Belgique, ça n'existe pas encore en tant que tel. Donc voilà, ça commence tout doucement et voilà, il y a une bonne réceptivité du bâtonnier de l'ordre aussi avec lequel maintenant je dois un peu approfondir la situation, mais je
pense qu'ils ne se rendaient même pas compte non plus vraiment de la situation. Je pense vivre réellement sur le que les terrain, gens se rendent voilà. pas compte. Anne, un petit, comment ça se passe dans les autres pays? Est-ce qu'il existe des assistants juridiques pour personnes porteurs d'un handicap? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mieux organisées ailleurs? Est-ce que vous avez des échos ou ce que vous avez fait, vous êtes la seule à y avoir pensé? Ici en Belgique, comme ASBL, je pense que nous sommes, enfin c'est un projet innovant et je pense que beaucoup de personnes nous le disent, que ça n'existait pas encore. Nous, on l'a Voilà. jamais entendu ailleurs, Donc croyez-moi. voilà, donc en Belgique, bon, il y a bien UNIA, forcément, qui est le Centre interfédéral pour l'égalité des chances, qui dans son service juridique, a des juristes qui sont formés au handicap. Mais je pense que DI peut apporter, est complémentaire quelque part. Je veux dire, notamment dans l'assistance juridique de première ligne, où, parce que par exemple, UNIA ne va pas aller en justice ou ne va pas, par exemple, faire des interpellations politiques parce qu'elle est quand même limitée dans ses missions légales, c'est normal, puisque c'est un centre interfédéral pour l'égalité des chances. Donc là, on a notre rôle à jouer. Je renvoie aussi certains dossiers vers UNIA quand il y a besoin d'une concertation plus officielle dans certains dossiers. Donc là, il y a tout cet aspect collaboration qui est très important. Parce que comme dit le proverbe africain, seul on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et c'est très important. Il y a vraiment des synergies importantes, des relations à faire entre, par exemple, le monde universitaire avec des personnes en situation de handicap. C'est pour ça qu'on participe aussi à des projets comme Autonomie Cap, où il y a l'apport de la société civile, l'apport des personnes en situation de handicap par rapport au monde universitaire, qui peut aussi alors vraiment accentuer les interpellations, où il y a eu le fameux traité, enfin pas traité, mais ouvrage relatif donc aux grands arrêts en matière de handicap qui vient d'être sorti justement sous la plume du professeur Haché. C'est très important parce que ça, c'est un début de sensibilisation du monde judiciaire. Donc, tout cet aspect-là. Alors, au niveau international, lorsque nous suivons, et j'ai encore suivi cette année, des séminaires formatifs dans le cadre de l'Académie de droit européen, ça nous donne la grande chance d'être en contact avec d'autres juristes de l'Union européenne et de rencontrer, mais vraiment, donc, les interlocuteurs ou les intervenants sont des juges à la Cour de Strasbourg, européenne des droits de l'homme, des juges à la Cour de justice de l'Union européenne, des experts auprès du comité ONU des droits des personnes handicapées. Et ça permet effectivement d'échanger, de voir ce qui se passe ailleurs. Voilà, il y a certaines avancées dans certains pays, mais au niveau juridique, ça reste vraiment… voilà, je sais qu'en France, il existe aussi une ASBL qui se bat pour les droits des personnes autistes. Voilà, donc, mais ça reste encore fort voilà, limité. Par contre, il faut voir, il faut un peu étudier dans les autres pays quelles sont les conditions d'accès à la justice. Par exemple, en Angleterre, existe un tribunal de l'incapacité, ce qu'on n'a pas chez nous. Et là, c'est très bien parce que là, vous avez déjà des juges qui sont formés au domaine de l'incapacité et du handicap. Donc, on a des juges qui ne s'occupent plus que de ça. Parce qu'ici, qui s'occupe? C'est le tribunal civil, c'est le juge de paix. Et le juge de paix est déjà surbooké. Et souvent, ça, on dit que notre justice est… et donc, voilà, il y a des propositions qu'on peut faire et c'est pour ça que j'ai eu plusieurs comment dire, rendez-vous, ou en tout cas entretien politique à la demande des politiques ces derniers mois. J'ai eu des visioconférences avec plusieurs cabinets, notamment par rapport à l'accès à la justice et par rapport à la protection sociale. Et je les renvoie systématiquement vers un site internet qui est donc mis en place par l'ANET. Et l'ANET, c'est un centre d'experts européens qui compare tous les pays de l'Union européenne dans tous les domaines du handicap. Et ça permet d'avoir une très bonne comparaison de où se situe la Belgique, l'État fédéral et les entités fédérées, par rapport aux autres pays de l'Union européenne dans le domaine de l'emploi, du travail, de l'enseignement, voilà, des allocations, du logement, etc. Et ça situe aussi la Belgique. Et c'est pour ça que bon, ce sont des critères objectifs, comparatifs, et qui permettent de voir que l'État belge et les entités fédérées ont encore de grands progrès à faire dans le domaine de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans des domaines fondamentaux comme l'enseignement, le logement, l'emploi, par exemple. Anne, c'est hyper intéressant. Je voudrais vous garder encore très longtemps, Oui. mais là, le temps file et j'ai encore quelques questions à vous poser. Mais ça nous donnera peut-être l'occasion de se revoir et tout. C'est passionnant et c'était tellement indispensable que voilà. Une des questions, comment la ASBL, DI, droit et handicap,
quelle autre activité vous mettez aussi en route après vous apportez de l'aide juridique, vous mettez des formations en place. Est-ce qu'il y a Oui. d'autres choses En fait, l'aide juridique, elle est très intéressante, hormis le fait de pouvoir aider concrètement les personnes en situation de handicap et leurs aidants proches, ça permet aussi d'orienter les thématiques. Donc, quand on voit que dans l'aide juridique, pour l'instant, l'accès à la justice, la protection sociale, l'enseignement, l'emploi, les questions de maltraitance, ça permet d'orienter les thématiques. Okay. Et ces thématiques, donc des formations, sont toujours données en binôme avec un professionnel du terrain. Donc, par exemple, dans le cadre de l'enseignement, je le donnerai avec Madame Thérèse Lucas. J'expose tout ce qui est législation, mais Madame Lucas a cette expérience du terrain et va pouvoir approfondir. La même chose dans l'emploi. C'est chaque fois donné en binôme avec un professionnel qui applique les aménagements raisonnables comme Passwerk. Ou, voilà, il y a chaque fois cette formation qui se donne en binôme, ce qui est très important pour avoir l'aspect théorique et puis l'aspect pratique sur le terrain. Et sur le terrain. Et voilà. Quand est-ce que vous comptez lancer Alors ici, avec la ça, crise, on attend avec impatience. voilà, les cours sont déjà donnés et la première formation sera donnée dans le domaine de l'enseignement dans le 3e semestre. Parce qu'ici, avec la crise sanitaire, on doit revoir. On voulait vraiment privilégier le présentiel avec des petits groupes de 10 à 15 personnes, en séparant les familles et personnes en situation de handicap des professionnels pour avoir une interactivité et que tout le monde se sente à l'aise, puisse poser toutes les questions qui sont indispensables. Donc ça, c'était le but, ça reste le présentiel et de faire des petits groupes. Par contre, maintenant, avec la crise sanitaire, on va revoir en webinaire et la première formation sera destinée à l'enseignement parce que c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une demande très, très importante au niveau de l'information, voilà, de la législation à ce sujet. Alors, et à côté de ça, pardon. Et à côté de ça, il y a tout le travail de, voilà, on veut absolument aussi privilégier le travail en réseau. Donc, donc vraiment un travail de collaboration avec les différentes associations du terrain, avec les facultés universitaires, voilà. Et avec le monde politique, c'est important. Au départ, voilà, l'assistance juridique permet aussi d'orienter les interpellations politiques. L'objectif de DI n'était pas de faire du lobbying politique parce que je suis également toujours membre très actif du GAMP et on travaille aussi en collaboration lorsque des dossiers doivent être loin, le GAMP s'occupe des interpellations politiques, ce qui est important pour mener le plus loin possible les dossiers, toujours dans un esprit de concertation et de négociation. Vraiment, l'accès à la justice est le dernier recours, c'est vraiment quand tous les recours ont été... On est toujours aussi dans cet esprit d'arriver dans une certaine concertation et négociation, mais bon, dans certains cas, la justice est nécessaire. Donc là aussi, cette assistance juridique, c'est vraiment intéressant pour cet aspect-là, pour mettre en place les interpellations politiques et sensibiliser le monde politique aux problématiques du handicap. Donc, Anne, si on pouvait résumer, quels sont les objectifs prioritaires de l'ASBL, droit, handicap et inclusion, dans les mois et l'année à venir? Donc, c'est pérenniser notre objet social. Donc, comme je l'ai dit, renforcer notre CA avec un appel. Et aux dons, s'il vous plaît. Voilà. Pour les chargés de communication, on a la grande chance que l'IEX s'intéresse fortement à notre projet. Et donc, ils nous ont proposé effectivement, et ça, on va encore les rencontrer, de mettre à notre disposition un étudiant qui s'occuperait des campagnes de crowdfunding et aussi de pouvoir voilà, donner une visibilité au niveau communication à l'ASBL. Donc, de ce côté-là, on est content. Mais c'est vrai qu'on cherche voilà, des personnes qui ont des compétences dans les levées de fonds. On cherche aussi des parrains pour pouvoir sponsoriser ces assistants juridiques, ces formations, puisqu'on ne veut pas répercuter le coût sur les personnes en situation de handicap. Mais dans un autre sens, nous avons aussi des frais de fonctionnement, comme toute ASBL, qui sont quand même voilà, plus ou moins importants. Donc, il faut qu'on puisse aussi rentrer dans nos frais de fonctionnement. Mais on veut garder cet esprit de ne pas faire porter le coût et les frais occasionnés donc, sur les personnes en situation de handicap et les aidants proches. Et alors, bon, continuer de privilégier un travail en réseau. Et surtout, donc, notre objectif aussi, c'est absolument sensibiliser le monde judiciaire et juridique par rapport à cette problématique de l'accès à la justice. Eh bien, Autisme en Action vous soutient et je pense que toutes les ASBL concernées, toutes les personnes concernées feront tout leur possible pour vous accompagner et vous soutenir. Je vous remercie. Vraiment, Anne, si tu pouvais
nous donner le site? Est-ce que vous avez un site? Comment on peut Oui, vous donc ça, on contacter? a déjà un site internet, donc www.dhi.be. Donc voilà, il est donc www.di.be. Ça, c'est un site internet. On n'a pas encore de site Facebook parce qu'on croule déjà sous la demande. Donc, on se dit, une fois qu'on aura un peu étayé notre service d'accompagnement, qu'on a plus de possibilités, on fera alors tout le nécessaire pour le site Facebook. Mais donc, on a principalement le site internet et on peut nous joindre à l'adresse mail info@dhi.be également. On le mettra dans le déroulé du film, dans le Oui, générique. On voilà, rappellera vos coordonnées. d'accord. Anne, je signale à tous nos internautes qui nous regardent que cette opération Chaussettes Bleues de manière virtuelle va continuer de manière présentielle pour notre prochaine opération Chaussettes Bleues, si les conditions sanitaires le permettent, l'année prochaine, et que vous serez bien entendu tous invités à cette fameuse table de Mhm. discussion sous la légende de l'éléphant et des six aveugles. Et je pense que d'ici là, il y aura encore beaucoup de chemin accompli. En tout cas, un grand merci pour ce partage. Bravo pour ce travail. Nous vous soutenons. À très bientôt et je te souhaite une excellente journée. À bientôt. Et vice-versa.